Il y a des œuvres qui vous happent, sans cri égard. Des livres qui ne se contentent pas d'être lus, mais qui s'immiscent en vous, déplaçant imperceptiblement vos repères, tordant vos certitudes comme des couloirs qui s'étirent au-delà de toute logique. La Maison des Feuilles fait partie de ces expériences littéraires qui marquent un avant et un après. J'ai découvert grâce à la vidéo de Alt 236, un créateur dont l'exploration des mondes étranges et labyrinthiques m'a souvent conduit vers des œuvres qui semblaient taillées pour moi. Il y avait dans cette vidéo quelque chose de presque initiatique, une sorte de point d'orgue dans ma compréhension de ce roman que je commençais tout juste à appréhender. Cette vidéo, qui m'était impossible à finir sans avoir lu le roman, était devenue mon graal de visionnage. Quand, après avoir fini ce dédale, j'ai pu enfin regarder cet objectif visuel, je me suis rendu compte que mon interprétation du livre coïncidait presque exactement avec la sienne. Ce n'était pas simplement une analyse érudite, c'était une résonance, une sensation de déjà-vu intellectuel, comme si j'avais parcouru ces mêmes sentiers tortueux avant même qu'on ne les éclaire pour moi. Et pourtant, avant même d'avoir tourné la première page de La Maison des Feuilles, mon esprit l'avait déjà rattaché à un autre souvenir, une image fantôme qui n'aurait jamais dû s'y greffer. Pendant un temps, j'étais persuadé que Paper House, ce film étrange et envoûtant, était une adaptation du roman. J'avais même vu le film avant d'avoir lu le livre, en pensant que ça me donnerait une clé d'accès plus simple pour ce roman tortueux. Il y avait une logique à cela. Les deux œuvres parlaient d'un espace changeant, d'une architecture mouvante où la psyché du personnage principal redessinait les contours du réel. En Paper House, une enfant esquisse une maison sur papier et se retrouve à l'explorer dans ses rêves. Une maison qui se transforme, qui absorbe ses émotions et qui devient un piège mental où le réel et l'imaginaire fusionnent. À bien des égards, c'était une idée qui résonnait avec le concept même de la Maison des Feuilles. Ce livre maison, ce labyrinthe textuel qui se referme sur le lecteur. Lorsque j'ai enfin découvert mon erreur, j'ai eu la sensation étrange de superposer deux œuvres sans lien mais indissociables dans mon esprit. En un sens, mon inconscient avait déjà tissé une toile invisible entre ces univers et l'erreur est devenue partie intégrante de mon rapport au roman de Danielewski. Lire La Maison des Feuilles, ce n'est pas simplement suivre une histoire, c'est accepter de se perdre. C'est accepter l'abandon. Le roman est un dédale où chaque note de bas de page peut devenir une impasse ou un tunnel sans fin, où chaque changement de typographie, chaque trou laissé béant dans le texte est un message crypté que l'on tente d'interpréter. Il y a dans ce livre une déconstruction permanente de la narration, un jeu sur la mise en page qui force le lecteur à interagir physiquement avec l'œuvre, tourner le livre, scruter les notes en spirale, suivre les lignes éparpillées, comme si elles formaient un tracé à décrypter. Tout cela contribue à faire de la lecture une expérience sensorielle unique. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas seulement la complexité du récit, mais la manière dont il nous emprisonne progressivement. Comme les personnages, on devient obsédé par cette maison impossible, ce couloir qui n'existe pas, cet espace qui s'étire au-delà des lois du réel. Le roman nous transforme en explorateurs de notre propre perception, nous forçant à remettre en question la stabilité du texte lui-même. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que ma lecture influençait mon environnement, comme si l'expérience du livre se propageait au-delà de ses pages. Au fil des chapitres, j'ai ressenti une sensation étrange, celle d'être suivi, pas dans un sens paranoïaque, mais plutôt comme si quelque chose du roman s'était greffé à moi. Un fragment du récit qui continuait à me hanter même après avoir refermé le livre. Je crois que c'est le signe des grandes œuvres. Elles laissent des cicatrices invisibles, des empreintes fantômes qui refusent de s'effacer. Je vais prendre une citation d'une de mes professeurs qui m'a beaucoup marqué quand je lui avais parlé de ma découverte de Lovecraft. J'ai lu ses romans quand j'étais jeune et ils m'ont offert des cauchemars. Non pas des cauchemars horribles, mais des cauchemars exquis et intéressants. Pour rien au monde, j'ai envie d'oublier. Cette sensation s'est intensifiée quand j'ai repensé à Paper House. Il y a dans ce film un sentiment de solitude et de malaise qui me semble très proche de celui du roman. La maison est un lieu vide, rempli d'une absence pesante. Les pièces s'ouvrent sur le néant, les fenêtres sont aveugles. C'est un espace qui semble exister uniquement pour piéger ceux qui y entrent, tout comme la maison du roman de Danielewski. Il y a une idée fascinante dans cette fameuse maison, celle d'un livre qui change selon son lecteur. L'œuvre elle-même semble consciente, elle s'adapte, elle se modifie en fonction de celui qui la lit. Lorsque j'ai refermé le livre, je savais que quelque chose avait changé en moi. J'avais traversé un labyrinthe de mots, mais ce labyrinthe continuait d'exister en moi. Il m'a fallu du temps pour me détacher de l'histoire, pour sortir de l'emprise du texte,
Pourtant, même aujourd'hui, je sais que la maison des feuilles est toujours là, tapie dans un recoin dans mon esprit, attendant que je la rouvre pour me perdre à nouveau dans ses pages. Même après avoir refermé la maison des feuilles, quelque chose continuait à résonner en moi. Il y a une ironie étrange dans cette lecture. Le roman raconte l'histoire d'un lieu qui s'agrandit au-delà de toute mesure, d'un espace qui défie les lois de la physique et qui finit par avaler ceux qui tentent de le comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas la maison qui se transforme, c'est la perception qu'on en a. Ce qui m'a frappé, c'est que ce phénomène ne s'arrête pas au personnage du livre, il s'étend au lecteur lui-même. Lire La Maison des Feuilles, c'est expérimenter cette distorsion en temps réel. Le livre devient un objet mutant qui s'adapte à chaque lecteur d'une manière unique. Je me suis demandé, et si, au fond, l'histoire du roman n'était pas celle du protagoniste et de son exploration de la maison, mais celle du lecteur, perdu dans un texte qui se transforme sous ses yeux. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il nous enferme dedans. C'est une œuvre qui joue avec notre propre perception, qui nous pousse à interagir avec elle de manière physique et mentale. Même en tournant la dernière page, on sait qu'on n'en a pas fini avec lui. J'ai compris que ce livre ne pouvait pas être refermé comme un roman ordinaire, tout comme Paper House ne pouvait pas être réduit à un simple film fantastique d'horreur pour enfants. Ces œuvres partagent une même essence et elles créent un espace mental qui continue d'exister en nous, bien après qu'on ait quitté leur univers. Il y a des romans qu'on aime, qu'on admire, qu'on range sur une étagère après lecture. Et puis il y a ceux qui nous hantent, qui laissent une empreinte dans nos pensées et refont surface au moment où l'on s'y attend le moins. Ce roman ne se lit pas comme un thriller classique où l'on tourne les pages pour connaître la suite. Il se lit comme un puzzle mental, une exploration où chaque détail compte. L'expérience de lecture devient presque intime, personnelle. Vais-je continuer d'avancer ou dois-je reculer un petit peu? Tiens, cette note de bas de page m'envoie si loin. Est-ce que je vais y retourner? Ce détail est expliqué plus tard. Est-ce que je vais patienter ou est-ce que je vais y jeter un œil maintenant? Voilà le roman. Il ne fonctionne pas que sur un plan intellectuel. Il ne s'agit pas seulement d'un livre bien construit ou d'une structure narrative complexe. Il y a quelque chose de viscéral dans sa lecture. Une impression presque physique d'être aspiré dans un vortex d'idées et de sensations. Son espace est mouvant, incertain, et cette instabilité se répercute directement sur le lecteur. Plus on avance dans l'histoire, plus on commence à ressentir cette même perte de repères. Plus on avance, plus on recule. Comme si la maison n'était pas seulement un décor fictif. Cette sensation qui m'a rappelé une autre forme d'errance mentale, celle des espaces liminaux, ces lieux étrangement familiers mais désertés, ces couloirs qui semblent s'étirer au-delà du raisonnable, ces pièces où le temps paraît suspendu. Ils évoquent le même vertige que la maison du roman, cette impression d'être coincé dans un endroit qui défie les lois du réel. Tout comme les backrooms, ces espaces numériques devenus le symbole d'une angoisse latente liée à l'inconnu. Dans ces dimensions parallèles, l'architecture s'étire à l'infini, répétitive et oppressante, un peu comme les couloirs de la maison des feuilles, où chaque nouvelle porte peut ouvrir sur un vide insondable. Ou alors comme le fameux jeu The Madhouse, un mode Doom. Si jamais vous ne l'avez pas comme référence, je vous invite à voir la vidéo de Feldup sur le sujet. Ce qui rend ces espaces si marquants, c'est leur étrange connexion avec la mémoire et le rêve. Les backrooms et les espaces liminaux puisent leur force dans cette impression de déjà-vu, de souvenirs flous qui n'appartiennent à aucun moment précis de notre vie, mais qui résonnent profondément en nous. Un couloir d'école désert, en pleine nuit, une aire de jeu abandonnée sous un ciel gris, un centre commercial à moitié éclairé. Ces lieux sont familiers, mais ils ont perdu leur fonction première, ne laissant que leur essence flottante, comme un écho d'un passé inconscient. La maison des feuilles capte cette même essence. Ces couloirs impossibles et ces pièces mouvantes ne sont pas seulement inquiétants, ils sont aussi empreints d'une mélancolie presque enfantine, celle d'un rêve oublié qui ressurgit sous une forme altérée, déformée par le temps et la perception. Il y a une dimension profondément nostalgique dans ces lieux. La nostalgia core et le dreamcore jouent sur cette sensation d'un passé insondable et insaisissable, d'un moment suspendu dans une autre époque, mais dont on ne sait plus s'il a jamais existé. Une sorte d'anémoïa. Cette esthétique, faite de couleurs délavées, d'éclairage artificiel et de sons lointains, crée un effet paradoxal, un mélange de réconfort et d'inquiétude, comme si l'on était coincé dans une boucle temporelle, douce mais irréelle. La maison des feuilles agit de la même manière. Plus on s'y enfonce, plus la narration elle-même devient fragmentée et labyrinthique, comme un souvenir qui s'efface et se reconstruit différemment à chaque tentative de le saisir. Finalement,
ce roman nous pousse à reconsidérer notre rapport à l'espace et au temps, à voir au-delà des murs et des couloirs, ce qu'ils symbolisent vraiment, des interstices entre le réel et l'imaginaire, des seuils vers des dimensions oubliées, tout comme ces images d'hôtels vides, de bureaux désertés et de néons scintillants qui nous plongent dans un état presque hypnotique. La Maison des Feuilles nous entraîne dans un territoire mental où l'angoisse et la nostalgie fusionnent en une même sensation. Et c'est précisément là que réside son pouvoir, nous faire perdre pied tout en réveillant quelque chose d'intime, une mémoire collective, une impression familière de l'inconnu. Avec le recul, je me rends compte que ma fascination pour ce roman vient en grande partie de son caractère insaisissable. C'est un livre qui ne laisse jamais totalement comprendre et un livre qui semble évoluer à chaque lecture. J'ai parfois l'impression qu'il m'observe, qu'il attend que je le rouvre pour me révéler quelque chose que je n'avais pas encore vu. Tout comme dans le roman où la maison semble consciente de ce qu'il explore, le livre lui-même donne l'étrange impression de réagir à son lecteur. Ce n'est pas une œuvre statique figée sur ses pages, c'est un labyrinthe vivant. Et j'insiste beaucoup sur le labyrinthe, car c'est quelque chose d'important pour les livres. On devient comme un Thésée perdu dans le labyrinthe du Minotaure, mais cette fois-ci sans le fil d'Ariane. Cette sensation qui fait que je ne peux pas oublier ce livre. Même des mois après l'avoir lu, elle continue d'habiter un coin de mon esprit, comme une pièce secrète dont je ne trouverai jamais complètement la sortie. Et peut-être que quelque part, c'est exactement ce que ce livre cherchait à faire depuis le début. Avec le temps, j'ai compris que ce genre d'œuvre ne se mesure pas à la logique, elle ne se résume pas à une intrigue, à une analyse structurée. Elles vivent en nous. Elles transforment notre manière de voir le monde, elles ouvrent des portes qu'on ne soupçonnait pas. La Maison des Feuilles a été une de ces portes pour moi, et je sais qu'elle ne se refermera jamais complètement, et peut-être que c'est mieux ainsi.